Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce troisième webinaire organisé par l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté relatif à la thématique de la fin de vie et qui portera aujourd'hui sur les décisions de limitation et d'arrêt de traitement en réanimation. Pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, qui ne les ont pas déjà vus ou qui n'y ont pas assisté, sachez qu'on avait déjà organisé 2 webinaires en rapport avec la thématique de la fin de vie en fin d'année dernière. Donc, on avait fait un premier webinaire d'information générale sur la fin de vie avec définition, loi, dispositifs existants. Il y avait eu lieu le 24 novembre dernier. On en avait fait un deuxième le 6 décembre alors lui qui portait spécifiquement sur les directives anticipées. Donc là, c'est pareil, vous pouvez retrouver les replays de ces 2 webinaires sur cette page dédiée à nos actions fin de vie. Je présente tout de suite nos 2 intervenants de ce midi et je les remercie chaleureusement pour leur participation. Donc, on a Jean-Philippe Rigaud, qui est chef du service de médecine intensive et réanimation au centre hospitalier de Dieppe et qui est président du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique Normandie. Et puis, on a Jean-Pierre Queneau, qui est chef de service de médecine intensive réanimation au CHU de Dijon et qui est le co-directeur de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de répondre à vos questions. Et pour ce faire, Cécile Cornet, qui est connectée avec moi, qui est chargée de mission, on va poser à nos 2 intervenants les questions que vous avez pu poser. Alors, pour certains en amont, au moment de votre inscription, on en a fait une sélection. Et puis, il y a aussi le fameux QR qui apparaît en bas de votre écran, dans lequel n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous vous posez. Et je le rappellerai très certainement à la fin, mais sachez que si vous n'avez pas le temps de poser vos questions, ou vous pensez à une autre question après le webinaire, on a sur la page internet de l'espace éthique fin de vie un espace dédié en fait aux questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller même après coup. Écoutez, c'est parti. Je vous propose de démarrer et de vous poser à Jean-Pierre et Jean-Philippe la première question. Déjà, peut-être de définir, de nous expliquer ce que signifie limitation et arrêt de traitement en réanimation. Merci beaucoup. Si tu me permets, Jean-Philippe, je vais peut-être commencer. Merci à Aurélie et Cécile d'organiser ce webinaire. Merci aux internautes de leur présence. Beaucoup de questions qui ont été posées sur un sujet, à mon sens, complexe, celui des limitations et des arrêts de traitement en réanimation. Même si pendant la pandémie, on a vu un petit peu ce que c'était qu'un service de réanimation, un service où il y a du monde en général, puisque ce sont les patients qui sont très graves avec des situations très complexes et surtout beaucoup de matériel, de machines. Et quand on parle de limitation et d'arrêt de traitement, ce qui est important d'emblée à savoir, c'est limitation et arrêt de traitement de suppléance. Voilà. On n'arrêtera jamais les soins en réanimation. Les soins qui sont sur les soins de confort, d'accompagnement, ils sont toujours faits, y compris chez un patient qui va décéder. Donc, quand on parle de limitation d'un traitement de suppléance, c'est-à-dire qu'on ne va pas initier un autre traitement supplémentaire. Traitement de suppléance en réanimation, on peut assister le cœur, on peut assister les reins, on peut assister au niveau respiratoire, au niveau cardio-circulatoire. Et pour certains patients, on va se dire, finalement, on ne va pas aller au-delà parce que le pronostic nous semble très péjoratif, très engagé. Donc, on va se limiter dans ce qui est raisonnable. Et l'arrêt des traitements, dans ce cas-là, on va décider, mais comme pour les limitations, de manière collégiale, d'arrêter les traitements dits de suppléance. Et l'arrêt de ces traitements de suppléance, en général, ça conduit quasiment automatiquement à un décès qu'on fera sous sédation et analgésie, donc avec des médicaments qui seront là pour soulager d'éventuelles douleurs à la fois physiques mais également psychiques. Donc, limitation, on limite les traitements de suppléance, on n'en rajoute pas un autre. Et l'arrêt des traitements, on va arrêter un ou plusieurs traitements de suppléance qui est susceptible d'entraîner le décès du patient. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet. Oui, la seule précision, c'est qu'une limitation, alors on parle de traitement de suppléance, comme dit Jean-Pierre, traitement de suppléance des défaillances vitales, comme ça a été stipulé, mais en général, on parle de traitements qui maintiennent la vie, la ventilation artificielle,
artificielle, l'assistance circulatoire, comme ça a été dit, ou voire même la dialyse. En tout cas, ce qui est important, c'est que, comme l'a dit Jean-Pierre, la plupart de ces situations vont conduire au décès du patient, puisque la décision, on verra, les conditions de prise de ces décisions sont quand même très strictes, très encadrées, mais surtout, il faut aussi savoir que des limitations de traitement, par exemple, ne pas engager une nouvelle séance d'hémodialyse, ne pas remettre un patient sous assistance respiratoire, ne se traduit pas toujours par le décès du patient. C'est-à-dire que limiter l'engagement thérapeutique, limiter les traitements qu'on va instituer, toujours dans une optique de maintenir la vie, ne se traduisent pas toujours immédiatement ou dans les jours ou les semaines qui suivent par un décès du patient. Bien sûr, tout ça, c'est éclairé par des explications, des informations, de l'accompagnement. On y reviendra au cours de cette séance. Arrêter et limiter les soins ne veut pas dire forcément obligatoirement un décès dans les suites de la prise de décision. Alors, pour préciser, il faut savoir qu'à peu près 70% des décès en réanimation en France, en tout cas, surviennent après une décision d'arrêt ou de limitation de soins. C'est à peu près ce qu'on a comme chiffre, Jean-Pierre, je pense. Oui, justement, j'allais vous poser la question de la fréquence. Ça a été posé par les participants sur la fréquence justement de ces lattes dans les services de réa. Oui, alors c'est vrai, pour reprendre ce que dit Jean-Philippe, il y a à peu près, bon, on va dire environ 20% des décès qui surviennent en réanimation sur des services dits de réanimation dite médicale, donc des pathologies respiratoires, cardiaques. On élimine volontairement le post-opératoire et des patients qui viennent en chirurgie pour lesquels la mortalité, bien évidemment, est beaucoup moins importante. Donc, on est autour de 15-20% de mortalité en réanimation. Et pour la majorité des décès qui surviennent en réanimation, ça survient après une décision. Donc, on voit bien que derrière, le décès ne survient pas de façon, j'allais dire, entre guillemets, naturelle, même si ce qu'on va faire est tout à fait naturel puisqu'on n'a plus de projet thérapeutique à proposer pour le patient. Mais voilà, 70 à 80% des patients, ça va survenir après une décision de limitation et d'arrêt de traitement, ce qui est probablement différent, bien évidemment, des autres services de soins dans l'hôpital. Donc, on est particulièrement impacté par cette manière, en tout cas, de procéder, parce qu'on a les traitements de suppléance et parce que ce sont souvent des patients dont le profil, souvent des patients âgés avec des comorbidités, avec des insuffisances cardiaques, respiratoires, rénales, pour lesquels, à un moment donné, du parcours du soin du patient en réanimation, on va se dire, on n'a pas grand-chose d'autre à proposer, malheureusement. On a essayé et on va limiter, voire arrêter les traitements. Et Jean-Philippe a tout à fait raison sur la partie limitation. Typiquement, c'est le patient qui a une insuffisance respiratoire chronique et pour lequel il ne souhaite pas être mis sous assistance respiratoire avec une sonde d'intubation ventilée mécaniquement. On va faire une ventilation avec un masque, dite ventilation non invasive. Et c'est des patients qui peuvent passer le cap, mais pour lequel les patients vont dire non, je ne veux pas être intubé. Le patient, c'est lui qui est décideur quand il peut exprimer sa volonté, ce qui n'est pas forcément le cas pour la majorité des patients de réanimation. Mais à partir du moment où le patient dit je ne souhaite pas d'intubation et je ne souhaite pas être réanimé globalement, même s'il se retrouve en réanimation, on va accepter en lui expliquant parfaitement bien les tenants, les aboutissants et les conséquences que ça peut avoir d'un refus. Voilà, donc ça peut aussi venir du patient, c'est pas forcément les limitations et l'arrêt de traitement, c'est pas forcément que médical, ça peut venir du patient pour lequel on va discuter, échanger et acter de manière collégiale au sein du service, et bien sûr avec le patient s'il est compétent et avec les proches s'ils sont présents. Alors, on reviendra sur les volontés du patient tout à l'heure, mais peut-être déjà, vous pouvez nous expliquer l'un et l'autre, déjà les critères un peu qui justifient ces limitations et d'arrêt de traitement, et puis nous expliquer finalement comment se prennent en fait les décisions. Comment ça se prend une décision de limitation et d'arrêt de traitement au service de réa? Je te laisse répondre, Jean-Philippe, je compléterai. Oui, en tout cas, les critères qui conduisent à se poser la question d'une limitation de l'engagement thérapeutique. Lorsque vous prenez un patient, on prend en charge un patient en service de réanimation, c'est avec un objectif qui est un objectif curatif, c'est-à-dire qu'on va soigner la personne et l'idée, c'est de la guérir en tout cas de la pathologie qu'elle présente. Bien entendu, la plupart des patients n'arrivent pas en réanimation avec une seule pathologie. Ils sont souvent
présentent souvent des antécédents, des comorbidités, des pathologies qui fragilisent leur état de santé. Et une infection qui survient chez un insuffisant respiratoire, un insuffisant cardiaque, comme on l'a vu au cours de la pandémie Covid, en est l'illustration. Donc, en fait, la décision va être prise, ou la question de l'engagement thérapeutique va être prise dans plusieurs situations. La première, c'est l'impression que les traitements, le sentiment que les traitements qu'on a mis en route, qui ont été déployés autour du patient, n'ont aucune efficacité et que les poursuivre n'amènent rien, on n'a pas de guérison, le malade peut ne pas évoluer, mais le malade peut aussi s'aggraver malgré tout ce qu'on déploie autour de lui. Et dans ces conditions-là, ça peut être un questionnement qui se dit, est-ce que c'est pour employer ce terme-là, ce concept de futilité est très important, c'est des traitements qui ne servent à rien ou qui ne vont très rapidement servir à plus à rien. L'autre situation, il peut y avoir une question la question peut se poser, c'est quand le patient lui-même a fait état, comme l'a dit Jean-Pierre, soit antérieurement de façon écrite par les directives anticipées, vous l'avez évoqué précédemment, ou lors oralement à ses proches, et tout ça va intervenir dans un questionnement des équipes médico-soignantes et de se dire finalement le patient n'aurait peut-être pas souhaité ce qu'on est en train de déployer autour de lui. C'est la plupart des situations qui conduisent c'est les deux situations qui conduisent à se poser la question de la limitation de l'engagement thérapeutique. L'autre, lorsque le patient lui-même, lorsque la pathologie, malgré ce qui est déployé autour du patient, dans la plupart des situations, on n'aboutit pas à une limitation de l'engagement thérapeutique. On finit par baisser les bras quelques heures ou quelques minutes avant que le patient ne décède parce que la maladie progresse plus vite et plus rapidement. On n'a pas le temps de prendre des décisions de ce type-là. Il faut savoir que ces décisions d'arrêt de limitation de soins, elles se font toujours de façon réfléchie. Elles ne se font pas sur un coin de table en 2 minutes. Il y a toujours une situation de réflexion, de consultation, on va dire, très large, et on s'enquiert toujours de ce qu'aurait souhaité le patient. S'il ne l'a pas manifesté, on se tourne oralement ou directement auprès des médecins, on se tourne vers les proches en tout cas, et voir les médecins référents du patient habituel, bien entendu. Pour compléter peut-être ce que dit Jean-Philippe, voilà, ces différentes situations qu'on peut rencontrer, la temporalité est très importante. Bien évidemment, une fois que le patient est en réanimation, l'équipe va prendre en soin, en charge de manière un peu globale, même sous traitement de suppléance. Et il va recommencer à avoir une discussion concernant une décision à prendre. On ne décide pas et ensuite on discute. C'est une discussion qui va avoir lieu au sein du service pour lequel on peut envisager un projet thérapeutique, voir si le projet thérapeutique il cadre avec les aspirations du malade, ce qu'il aurait souhaité ou pas souhaité, avec ce que les proches envisageaient ou non en termes de projet thérapeutique au vu de la trajectoire de vie du patient, par exemple, quelqu'un qui est âgé, pour lequel il commence à avoir une perte d'autonomie, des troubles cognitifs. Donc, en fait, nous, on se retrouve un petit peu en situation d'urgence en réanimation, un petit peu embêté au moins au départ, parce qu'on n'a pas le parcours de soins du patient la plupart du temps. Donc, ça, on le récupère au fil des heures, voire des jours. Et ce qui est probablement un petit peu différent des autres services de médecine, puisque là, on parle de la réanimation, c'est qu'on essaye de mettre une énergie, en tout cas de façon très importante, peut-être parce qu'on est un petit peu plus nombreux, mais à se dire, est-ce que ce qu'on fait est raisonnable ou pas pour le patient ou la patiente qui est prise en charge? Quels étaient ses soins, ses aspirations? Est-ce qu'il y a eu des directives anticipées écrites ou orales? On reviendra effectivement sur les modalités. Et puis, qu'est-ce qu'expriment les proches? Les proches, la famille, proche du patient, éventuellement la personne de confiance ou la personne référente. Souvent en urgence, on n'a pas de personne de confiance, donc on va attribuer le rôle, entre guillemets, une personne de confiance à celui ou celle qui connaît au mieux le patient ou la patiente, notamment sur la manière dont elle réagit, dont elle connaît son projet de soins, de ce qu'elle n'aurait pas voulu aussi. Et donc, ce qui fait que dans un service de réanimation, on est beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser, à réfléchir sur ce qu'on va faire et si on le fait, si c'est légitime. Je ne vais pas dire si c'est bien parce que ce serait préjugé de ce qu'on va éventuellement faire. Mais en tout cas, on est beaucoup dans la réflexion en réanimation, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut voir à la télévision où c'est très technique, ce qui est le cas. Mais c'est beaucoup de la réflexion sur le projet. Et ça, on y tient énormément pour ne pas faire perdurer des situations qui sont complexes et pour lesquelles, malheureusement, on ne va pas s'en sortir et ce n'est pas ce que le patient aurait souhaité.
et on sait que la qualité de vie, après, elle va dépendre quand même de l'environnement de réanimation. Donc, on a quand même une spécialité, certes de réanimation et des réanimateurs, mais très réflexive sur effectivement quel but pour malade, quel est l'intérêt, quels sont les objectifs, qu'est-ce que le malade aurait souhaité. Puis globalement, qu'est-ce qu'on est en capacité de lui faire sans entraîner derrière une dégradation de sa qualité de vie. Et on sait, comme ça a été dit, que ce sont des patients souvent, dans la partie médicale, pas en post-opératoire, qui ont souvent une qualité de vie avec des comorbidités qui font que la réanimation, ils peuvent descendre une marche d'escalier très rapidement, et c'est quid de l'après-réanimation avec ce qu'on aura fait en réanimation. Donc, on aura une vision un petit peu plus lointaine que la réanimation. Donc ça, c'est vraiment le travail des réanimateurs et des soignants, puisque c'est une équipe en réanimation qui se pose ces questions-là. Peut-être pour que ce soit clair pour tout le monde, peut-être bien préciser les freins aux limitations aux arrêts de traitement. Vous l'avez évoqué, vous en avez évoqué certains d'ailleurs en parlant des critères, mais quels sont les freins? C'est une question qui avait été posée. Alors, est-ce qu'ils sont culturels, religieux? Est-ce que ça peut être lié aux ressources humaines, aux contraintes financières? Est-ce que c'est l'âge des patients? Voilà, quels sont les freins à ces limitations à l'arrêt de traitement? Je peux intervenir. Les freins qu'on a, d'une part, il y a des freins liés aux ressources. Alors, les ressources, il faut s'imaginer qu'on a un système dit contraint. Système contraint, comme d'ailleurs les autres lits au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire si on n'a pas de lit de réanimation, à nous d'en trouver un, bien évidemment. Mais pendant la Covid, vous avez sûrement vu, entendu cette notion de priorisation, bon, qui n'est pas nouvelle dans le champ de la réanimation. On a toujours priorisé les patients pour lesquels on pensait qu'ils allaient pouvoir tirer bénéfice d'un service de réanimation et des traitements qu'on allait pouvoir attribuer aux patients. Donc, cette notion de priorisation, on l'a toujours fait, mais ça peut être un frein, se dire, on a un accès limité aux ressources qui sont les réanimations, donc on va prioriser. Or, l'âge, ça a été dit très souvent, l'âge n'est pas un frein en soi, sauf que l'âge élevé, associé souvent avec des comorbidités, avec un projet thérapeutique qui n'est pas forcément bien clair, avec une trajectoire de vie qui est peut-être plutôt descendante chez des patients qui sont très âgés, ça peut être un frein pour l'admission en réanimation. Le seul critère d'âge, et on l'a rappelé dans un texte avec Jean-Philippe, au niveau de la société de réanimation, ça ne peut pas être considéré comme un seul facteur qui va bloquer l'admission en réanimation. Ce ne serait pas logique, ce ne serait pas normal, puisqu'on a aussi des patients qui sont âgés, qui vont bien, en tout cas qui ont une qualité de vie qui est bonne, et d'autres patients qui sont certes plus jeunes et qui ont une qualité de vie déjà dégradée et un projet thérapeutique qui n'est pas forcément très, très clair. Et je pense aux patients qui ont des insuffisances hépatiques chroniques, respiratoires ou autres. Donc ça, c'est important à savoir. On limite ou on priorise pas forcément en fonction de l'âge, mais en fonction d'un faisceau d'arguments et de facteurs qui font que quand on peut anticiper cette décision d'admission, ce qui peut être le cas, même en situation d'urgence, on essaye de voir avec nos collègues si on a cette possibilité de dire ce patient-là, s'il se passe quoi que ce soit, est-ce qu'on l'admettrait ou pas en réanimation? Bon, ça, c'est vraiment une réflexion qu'on peut avoir en amont. Sur la partie religion, on est de temps en temps un petit peu bloqué aux mœurs, aux cultures, puisqu'il y a la religion et les cultures qu'on peut avoir les uns les autres. Il y a 3 religions monothéistes qui ont signé à la fois la loi de 2005 et de 2016, donc voilà, qui sont tout à fait en accord. Et d'ailleurs, les différentes composantes religieuses en France sont interrogées en permanence pour ne pas blesser, vexer, offenser, bien évidemment, ceux et celles qui font partie de la composante et des citoyens qui sont en France. Donc, il n'y a pas de blocage, en tout cas, sur le plan religieux. On peut avoir des aménagements de temps en temps quand ce sont des populations peut-être particulières, et je pense notamment aux gens du voyage, où on s'adapte. C'est-à-dire qu'effectivement, ces situations un peu particulières où ils sont parfois très nombreux, donc on essaye de réguler, puisque les services de réanimation sont des services qui sont relativement fermés, où c'est difficile d'avoir beaucoup de monde, en tout cas dans une chambre ou dans un service. Voilà, c'est plus de la régulation et à nous de nous adapter, bien évidemment, aux populations qui ne sont pas forcément avec notre culture d'origine, entre guillemets, dans les services de réanimation. Donc ça, c'est sur le plan culturel et religieux, et sur le plan de l'accès, effectivement, comme on l'a dit, avec des ressources qui sont limitées. Et puis les autres freins à l'accès à la réanimation, voilà, théoriquement, il n'y a pas de frein. C'est-à-dire que si on a besoin d'un lit de réanimation pour un patient, à nous de se débrouiller pour trouver un lit. Si ce n'est pas possible dans notre établissement, il faut qu'on puisse, avec l'équipe du SMUR, trouver un lit au niveau de la région, y compris en dehors du pays, ce qui était pendant le cas pendant le Covid.
Alors, c'est vrai que pendant le Covid, on a eu des pertes de chance, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas pu accéder au lit de réanimation, mais comme ceux qui n'ont pas pu accéder à la chirurgie parce que tous les moyens étaient recentrés sur les soins critiques. Donc, en termes de freins, ils existent, hein, et on sait qu'on a une allocation des ressources en lit de réanimation qui est différente d'une région à l'autre, hein. Je pense notamment à la région du Centre par rapport à l'Île-de-France, à la région Bourgogne par rapport à l'Île-de-France, où on est à quasiment 40-50% de lits en moins pour 100 000 habitants. Donc ça, c'est une vraie contrainte pour laquelle l'État s'est engagé à essayer de maximiser ce nombre de lits de réanimation, sachant qu'il faut des ressources et tout ce que vous voyez derrière et qui peut prendre comme quelques temps pour essayer effectivement d'unifier un petit peu les ressources au niveau national. Ok, merci Jean-Pierre. Jean-Philippe, vous voulez peut-être compléter ce que vient de dire Jean-Pierre? Je voudrais compléter. Là, Jean-Pierre évoque effectivement l'accès aux lits de réanimation, hein, qui peut être une limitation des soins qui sont susceptibles, une limitation d'accès aux soins qui sont susceptibles de maintenir la vie, hein. Ça a été beaucoup évoqué au cours de la pandémie, hein. Mais lorsqu'on est en réanimation, il y a quand même un certain nombre de représenter des freins à la mise en place ou à la conduite des procédures de limitation ou d'arrêt de l'engagement thérapeutique, et notamment la culture d'un service, hein. C'est très important. Les webinaires, les formations, la formation des soignants, ça a toujours été soulevé par les différentes lois ou les différents avis rendus du Comité consultatif national d'éthique, c'est qu'il était important de former les soignants, alors je dis médecins et les paramédicaux, à la culture de la prise en charge de la fin de vie, et notamment formation aux soins palliatifs, formation à ces situations. Quand vous arrêtez un soin curatif ou que vous proposez de limiter, dans les lois Leonetti et Claes-Leonetti, il est bien spécifié que vous devez proposer autre chose au patient, c'est-à-dire ne pas l'abandonner, et ne pas l'abandonner ni lui ni ses proches. Et donc proposer une approche palliative, une approche d'accompagnement, puisque vous ne mettrez plus en route des traitements susceptibles de maintenir ou de prolonger la vie. Vous mettrez en place des soins d'accompagnement. Mais soins d'accompagnement mis en place ne veut pas dire forcément instantané, hein, comme on l'a déjà spécifié. Et donc, cette approche culturelle, elle est très importante, cette approche de formation des personnels. Donc, il faut des moyens aussi, on va y revenir sans arrêt, des moyens, et proposer ça aux professionnels de santé. Ensuite, dans un service de réanimation, il y a une limite qui peut être les contraintes organisationnelles. C'est-à-dire que pour prendre une décision de limitation d'arrêt de soins, elle ne se fait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, sous le coin d'une table. Elle ne se fait pas en 10 minutes au petit déjeuner. Elle se fait de façon organisée, réfléchie. Il y a des médecins qui vont faire une démarche, il y a des soignants qui vont faire on peut se faire accompagner des équipes de soins palliatifs, on peut se faire accompagner de psychologues, on peut se faire accompagner d'associations de patients, voire de bénévoles. Et tout ça, ça se met en place dans un service, mais parfois, vous ne pouvez pas avoir le temps de vous poser, si je peux me permettre l'expression, vous vous arrêtez pour faire une vraie réunion, une réunion formelle de discussion où tout le monde va avoir son avis à donner. Dans ces réunions, cette façon autour de ces décisions d'arrêt ou de limitation, le cœur de ces réunions, c'est cette procédure collégiale dans laquelle il faut respecter une véritable éthique de la discussion, c'est-à-dire que la parole de n'importe quel soignant a autant de valeur que celle de son collègue. C'est-à-dire que celle du chef de service a autant d'importance que celle de l'ASH ou de l'aide-soignante, et puis bien entendu en tenant compte bien sûr des avis du patient et de ses proches. Mais pour ça, il faut du temps. On ne peut pas prendre une décision aussi grave, aussi sévère, qui va avoir des conséquences importantes, sans prendre le temps. Et dans les services, ce n'est pas toujours possible. Donc, ça peut être un frein également. Et cette contrainte organisationnelle, elles doivent être petit à petit effacées par cette culture de service. On a dit culture des professionnels, acculturation des professionnels, formation des professionnels. Mais derrière, il faut progressivement aller vers des cultures de service, construire à la limite ses propres protocoles d'arrêt et de limitation. Il faut les écrire, ce sont des procédures, et essayer de s'y conformer. Construire un protocole, ça permet de l'évaluer.
Au bout d'un an, on va évaluer toutes les procédures d'arrêt de soins, d'évaluer nos pratiques professionnelles et de se conformer à des référentiels qui existent de toute façon, hein, qui sont, entre autres, les lois qui sont plutôt bien faites. Voilà. Et bien entendu, le recours aux soins palliatifs, proposer une autre solution, une autre prise en charge aux patients, hein. Quand vous n'admettez pas un patient en réanimation, il faut lui proposer quelque chose, hein, il ne faut pas l'abandonner. Justement, j'allais vous poser la question parce que la plupart des participants nous ont justement interrogés sur quelle est la place des familles, des proches dans le processus décisionnel, mais aussi quelle est la place des équipes mobiles de soins palliatifs. Alors, deux questions différentes, mais que je vous pose tout de suite. Pour compléter finalement ce que disait Jean-Philippe sur la partie organisationnelle, culture de service, culture d'éthique, hein, on a l'habitude d'avoir une culture qualité-sécurité des soins puisque ce sont des services pour lesquels c'est très technique. Mais la culture éthique, ce n'est pas simplement des règles, des normes et la loi, c'est comment on peut, par rapport à des dispositifs législatifs qui sont maintenant en œuvre depuis une vingtaine d'années en France, les mettre en place dans les services. Donc ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe, ça prend du temps. Ça prend du temps et qu'on a à peu près la même carrière avec Jean-Philippe, ça prend des années parfois, effectivement, c'est qu'une culture, qu'on s'imprègne de cette problématique éthique. Et Jean-Philippe parlait de l'éthique de la discussion, c'est comment on échange, comment on partage. C'est-à-dire comment on échange, comment on partage entre nous, au niveau médical, avec des termes très médicaux, très structurés, y compris pour des traitements de suppléance, et comment on partage ce sentiment avec les proches et les familles. Logiquement, théoriquement, dans les services de médecine, de chirurgie, quand vous êtes hospitalisé, vous avez ce qu'on appelle une personne de confiance, ça c'est la loi de 2002, pour laquelle cette personne est susceptible, si vous arrive quoi que ce soit et vous n'êtes plus en capacité de communiquer, voilà, si vous tombez en coma, si vous avez un problème X ou Y pour lequel vous n'êtes plus en capacité de communiquer, c'est la personne de confiance qui va prendre le relais. Et donc, elle est identifiée avant le début de l'hospitalisation et c'est remis en cause à chaque hospitalisation. Le problème de la réanimation, c'est qu'on n'a pas identifié cette personne parce qu'on est en situation dite d'urgence. Alors, souvent, urgence de la situation, urgence vitale, le patient arrive sous assistance respiratoire, il est non communicant, pour lequel la famille, on n'a pas identifié de personne de confiance. Et toute l'idée de la discussion, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une éthique réflexive sur la manière dont on veut faire les choses, ça va être trouver la personne ou les personnes qui seront les plus susceptibles de nous aider à conduire au mieux notre discussion pour aller sur une décision qui sera certes médicale, en tout cas dans la prise de décision, mais il faut absolument que les proches et les familles puissent être, j'allais dire, dans cette adhésion de la réflexion, de la discussion qu'il va y avoir en même temps. Donc, ça prend du temps. Alors, maintenant, quelle temporalité? Quand est-ce qu'on les informe? Alors, souvent, on les informe du diagnostic initialement, ensuite de l'évolution au cours du séjour avec le pronostic. Et à partir du moment, puisqu'on est dans les limitations arrêt de traitement, on se dit, voilà, ce qu'on a fait, ce n'est pas très efficace. On voit que ça n'aboutit pas à grand-chose. On voit que le pronostic ne sera pas bon. On aura déjà, avec la famille, discuté de savoir comment il était, ce qu'il souhaitait, quelle était sa trajectoire de vie, comment il était à la maison, quelles étaient les perspectives si ça se passait moins bien, s'il y a des directives anticipées. Et là, on va enclencher un processus avec les proches et notamment la famille pour les impliquer un tout petit peu plus. Et puis pour faire en sorte effectivement que la décision, et Jean-Philippe l'a bien rappelé, qu'elle soit collégiale sur le plan médico-soignant, en tout cas avec les professionnels du soin qui seront en réanimation, mais également avec les proches et les familles. C'est important qu'ils adhèrent en tout cas à ces décisions. On a rarement de problèmes, voire jamais de problèmes quand on les fait adhérer dans le processus de discussion, de réflexion, et les soucis qu'on peut rencontrer avec les proches et les oppositions qu'on peut avoir quand il y a des refus de se dire non, vous continuez la réanimation, c'est bien souvent parce qu'effectivement, on n'a pas pris le temps. Donc, cette notion de temporalité, elle est importante parce qu'on a de temps en temps aussi des familles qui sont réparties de façon un petit peu différente au niveau géographique, avec des proches qui sont peut-être moins proches que des gens de familles qui seraient un petit peu plus proches que certains. Je pense aux frères, aux sœurs, aux parents, par exemple. Et donc, ça nécessite que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, ça prend un certain temps. Donc, et puis que tout le monde ait le même niveau d'information. Voilà. Les familles sont tout à fait, d'ailleurs, bien avant nous, hein, avant qu'on ait souvent
dit oui, ça se passe pas bien. Elle dit bah oui, je m'en aperçois, il est toujours sous assistance respiratoire, il va pas bien. Je vois bien que tout le monde est inquiet. On essaie de nous rassurer, mais bon, ça va pas mal. Donc, en général, les familles sont tout à fait conscientes que ça va mal. Et souvent, de temps en temps, ça peut être eux qui déclenchent en disant jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, c'est probablement parce qu'on a pris peut-être un peu trop de temps. Alors souvent, on essaie d'être quand même un petit peu optimiste dans ce monde où on est quand même entouré de beaucoup de patients qui vont quand même décéder. Voilà, donc il faut simplement être en adéquation entre ce qu'on voit dans le soin et puis où en sont les familles à ce moment-là pour qu'on chemine. En fait, c'est un cheminement d'une prise de décision et avec des discussions. Alors, les discussions, pour rentrer un petit peu en deuxième, il faut que ça soit fait avec quelqu'un qui connaisse bien le patient. Donc, ça, c'est important. Il y a la notion de secret professionnel, ça qui est souvent opposé, notamment aux soignants. Donc voilà, il faut donner les informations qui soient les plus pertinentes possibles, alors sans aller, entre guillemets, des choses qui soient, pour lesquelles ça peut mettre en difficulté la famille et les proches. Je pense notamment aux sérologies VIH qui sont positives et pour lesquelles, bien évidemment, notre rôle, ce n'est pas de dire que le patient a une sérologie positive alors que la famille ne le sait pas. Donc, il faut qu'on reste, en tout cas, sur une ligne de crête, des informations suffisamment pertinentes pour que la situation clinique soit comprise, sans aller se fourvoyer avec quand même la notion de secret professionnel pour lequel on n'a pas de délégation par le malade, puisqu'il n'est pas compétent pour le faire, aller dire des choses pour lesquelles ça n'aurait pas un but bien précis et qui pourrait mettre en difficulté le patient futur s'il s'améliore ou la famille. Donc ça, c'est aussi une ligne de crête qui est souvent un petit peu difficile à voir. J'ajoute une question à la question des proches qui concerne la place des directives anticipées de la personne de confiance. Est-ce que, voilà, quelle place à ces directives anticipées et est-ce qu'il y en a? Logiquement, dans la loi, les directives anticipées, puisqu'elles sont une émanation directe du patient, doivent prévaloir sur les proches, y compris la personne de confiance. Dans la hiérarchie, ce qu'a souhaité le législateur. Mais les directives anticipées, elles peuvent avoir été rédigées. D'abord, on n'en a pas beaucoup, vous le savez, c'est un des écueils en France. Et ce n'est pas la panacée, c'est qu'il y a bon nombre de personnes, on le voit bien dans les sondages, n'ont pas du tout envie d'en rédiger, ne voient pas à quoi ça peut correspondre. On évoque sa fin de vie à ce moment-là. Enfin, il y a de multiples raisons. Et puis, on n'a pas envie d'évoquer sa finitude. On n'a pas envie d'y penser quand on est en bonne santé. Dans certaines spécialités médicales, parfois, l'oncologie, entre autres, il peut arriver que ces directives soient rédigées parce que l'occasion se présente, que les équipes mobiles de soins palliatifs ou les équipes de soins palliatifs d'ailleurs sont intervenues, ont commencé à évoquer ces situations. Elles sont bien meilleures que nous dans ce domaine pour en parler. Et en tout cas, les directives anticipées, c'est important, mais elles n'existent pas beaucoup en situation de réanimation. Et ces directives anticipées, vous savez que le patient peut les révoquer à tout instant et ce, sans avoir à se justifier. C'est-à-dire qu'il peut dire « je ne suis plus d'accord avec ce que j'ai écrit, je ne veux plus qu'on suive ce que j'ai écrit, je veux être réanimé à tout prix ». Ça peut arriver et c'est à nous d'expliquer, de voir avec le patient pourquoi il est motivé pour cette situation-là, pourquoi il demande à l'être. Voilà. La personne de confiance, elle n'a pas de valeur, de rôle décisionnel. Elle est là pour traduire ce que le patient aurait souhaité. La personne de confiance a été chargée, il faut bien le dire, par le patient de traduire ce qu'il aurait souhaité. Il lui fait confiance pour, en toute confiance, traduire ce qu'il souhaitait. Ça, c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas à un soignant de dire qu'une personne très proche est une personne de confiance. C'est un interlocuteur, comme les autres, un interlocuteur référent. Avec Jean-Pierre, il y a quelques années, on a fait plusieurs études concernant, parce que justement à propos de cet interlocuteur référent, et il apparaissait que les soignants considéraient un interlocuteur référent, lorsqu'il n'existe pas de personne de confiance, comme celui qui connaît éventuellement les valeurs du patient avant son hospitalisation, mais aussi le lien affectif était supérieur au lien familial. C'est-à-dire qu'on estimait qu'un
quelqu'un qui vivait sous le même toit, par exemple, que le patient, mais qui n'était pas membre de la famille, avait plus de valeur dans la transcription, dans la retraduction des valeurs du patient que quelqu'un qui est un membre de la famille. C'est-à-dire qu'un fils qui vivrait à Biarritz aurait peut-être moins de poids dans les décisions en étant considéré que la personne qui partage la vie d'un patient qui vit en Normandie, par exemple. Dans la mesure où il partage son quotidien. Voilà, c'est une appréciation, mais elle a sa valeur. Ça ne veut pas dire que l'avis du fils, le sentiment du fils ne va pas être pris en compte, mais il y a une valeur dans les interlocuteurs référents. Et le très important, c'est la vie de tous les jours, ça, et on ne peut pas l'enlever lorsque la situation, on ne peut pas la retirer lorsque la situation nous arrange. C'est-à-dire qu'on confierait bien le patient s'il va bien à cette personne qui vit avec lui, plutôt qu'à son fils qui vit à Biarritz, pour prendre cet exemple-là. Donc, quand ça nous arrange, on ne doit pas utiliser les personnes comme quand ça nous arrange. Ensuite, vous avez les proches. Et en réanimation, on a l'habitude vraiment de ne pas limiter les informations, de ne pas limiter la consultation à la seule personne de confiance. Pourquoi ce frère désigné personne de confiance et pas toute la fratrie? Pourquoi une épouse et pas les enfants? Si on est dans la loi stricto sensu, comme a dit Jean-Pierre, le respect du secret, de la confidentialité, on pourrait être finalement, et si une personne de confiance l'exige, c'est compliqué. C'est-à-dire pourquoi je vais priver d'informations les frères et sœurs d'une personne, alors simplement par le seul fait qu'il y a un autre membre de la famille qui a été désigné personne de confiance. C'est impossible. On ne peut pas dans ces situations-là. Alors, en général, on rencontre l'ensemble de la famille, on ne néglige pas bien sûr la personne de confiance, on n'écarte pas tous les proches. C'est important de ne pas oublier. Et puis ensuite, on l'a évoqué un petit peu, c'est les représentants des cultes, les représentants, Jean-Pierre l'a dit, mais ces personnes-là sont très importantes. Hein, donc et souvent, on demande, quand on est arrivé à la situation de fin de vie, si on souhaite, si les personnes souhaitent. Et souvent, les familles nous répondent « Ah ben non, 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 nous, on ne veut pas. » Mais ce n'est pas vous qui ne voulez pas, c'est ce qu'aurait souhaité votre maman, votre papa, votre frère, votre fils. C'est surtout de cette aspect-là. Et souvent, eh bien, on voit bien, quels que soient les cultes, hein, on voit bien que les personnes s'apaisent à un moment donné et disent, bah oui, finalement, c'est une occasion, je dirais, c'est une occasion de recueillement, de réflexion qu'il ne faut peut-être pas louper à ce moment-là. Et surtout, il faut que le patient en fin de vie, même s'il n'est pas conscient, puisse avoir accès à toutes les personnes qui seraient supposées lui apporter quelque chose, même s'il n'en est pas conscient. Ça peut apporter aussi à une famille d'avoir ces personnes se recueillir, même si je ne suis pas croyant, de se recueillir avec un représentant des cultes. Hein. Voilà, c'est des choses importantes dans la place des proches, besoin de voir un animal de compagnie. Hein. Alors, je ne parle pas d'un cheval, hein, bien entendu, mais pourquoi pas permettre, même en réanimation, en organisant ça. Ça ne coûte pas cher, ça ne va pas bouleverser la société, ça ne va pas mettre le branle-bas de combat dans toutes les précautions d'hygiène, et c'est des choses qui peuvent faire du bien aux patients, même si, encore une fois, le patient n'en est pas conscient. Il y a aussi les proches qu'il faut considérer. Dans la prise en charge de la fin de vie d'un patient, bien sûr, le patient est au cœur de la prise en charge, mais il ne faut pas oublier d'accompagner, de soutenir les proches. Et des petites actions, des petites attitudes de ce type-là, je donne cet exemple-là, sont parfois apaisantes. Et on aurait tort de s'en passer quand on peut les mettre en place. Hein. Alors, bien sûr, quand le patient ne fait pas la demande, qu'il n'y a pas de demande de l'entourage, on ne va pas proposer d'amener. Il faut les animaux de compagnie, hein, bien entendu. Hein, mais quand la demande est faite, on ne peut pas dire non à tout. Donc, il faut parfois être un peu souple. Ouais, peut-être pour compléter, Aurélie, sur la partie directive anticipée, hein, Jean-Philippe l'a très bien dit, il y en a très peu. Bon, ça peut ou pas augmenter, en tout cas depuis 2005. La validité était de 3 ans, ça avait une durée limitée dans le temps. Voilà, maintenant, ce n'est plus le cas pour la loi de 2016. La contrainte pour la rédaction des directives anticipées, ce que Jean-Philippe dit, c'est des fois que je m'exprime à un moment donné que je ne veux pas telle ou telle chose, qu'est-ce que le médecin va faire au moment de. Or, nous, en tant que médecin, Jean-Philippe l'exprime très bien, on ne regarde pas que les directives anticipées, on regarde le malade, son parcours, son projet de soins, la personne de confiance, mais la crainte qu'ont les citoyens, et ça a été très bien exprimé dans les débats, c'est de se dire, je vais mettre quelque chose à un moment donné,
Et puis, dans un système contraint, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ben, on va regarder ça, puis on va dire, ben, finalement, lui, il ne voulait rien, il ne voulait pas d'obstination déraisonnable, bon, ben, on ne va pas le mettre en réanimation, ce qui est complètement différent, puisque Jean-Philippe le rappelle en permanence, on s'obstine de manière raisonnée en réanimation, et à partir de certains moments, ben, on considère que les soins qui vont être prodigués ne vont plus rien apporter pour le malade, et puis là, on sera dans l'obstination déraisonnable. Il y a un autre point pour les directives anticipées que vous avez dû voir passer, c'est l'expression du Conseil constitutionnel concernant qu'est-ce que je mets dans mes directives anticipées. Alors, je mets « je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas ». Et à un moment donné, pendant la période Covid, où on a parlé de priorisation, je veux être réanimé parce que je suis âgé, j'ai une petite bronchopathie, je vais être sélectionné, j'ai des comorbidités. Les gens ont bien entendu ça, en tout cas, les citoyens, notamment les personnes âgées. Maintenant, je veux être réanimé. Donc, le Conseil constitutionnel a acté que c'était comme le médecin qui allait décider de savoir si on faisait ou non de la réanimation, c'était raisonnable ou pas, c'est-à-dire qu'il faut de la discussion, il faut de la temporalité, il faut qu'on puisse avoir tous les intervenants, même si le patient n'est pas ou peu communicant, il faut qu'on puisse avoir les proches, donc ça prend du temps. Donc, mais dans les directives anticipées, on peut ne pas souhaiter de l'obstination déraisonnable ou de l'acharnement thérapeutique, mais ça à définir ce qu'on met derrière, en sachant que la réanimation, ce n'est pas égal à de l'obstination déraisonnable. La réanimation, c'est de l'obstination raisonnée, réfléchie, pour lequel, et Jean-Philippe l'a très bien dit, on conduit à un moment donné le projet en disant on ne va pas faire plus dans ces conditions-là. Le Conseil constitutionnel a dit, si vous mettez dans vos directives anticipées, je veux absolument qu'on me réanime et puis que vous puissiez me maintenir en vie pendant des semaines et des semaines, ben, ça ne correspond pas en tout cas à ce qu'on souhaiterait au niveau médical parce que ça n'a pas de sens. Et le sens de ce qui va être fait quand on parlait de culture éthique, c'est important de donner du sens à nos actions. Ça, c'est vraiment le cheminement qu'on doit avoir dans notre réflexion, dans notre domaine, mais comme dans le domaine du soin. Et dans ce cas-là, c'est le médecin de toute façon qui, in fine, on légitimera sa position et sa décision. Voilà, donc il peut y avoir des actions en justice, bien évidemment, derrière, mais on sait que malheureusement, c'est comme ça. Si on ne peut pas, nous, faire en sorte que la réanimation puisse apporter quelque chose aux malades, ça n'a pas de sens. Alors, ce n'est pas qu'une question de ressources, d'ailleurs, hein. Même si on a les ressources, on ne va pas tout faire sous prétexte qu'on est capable de faire ou parce qu'on a les moyens de faire. Donc, c'est faire juste effectivement ce qu'il est raisonnable de faire. Et l'obstination raisonnée, en tout cas, ça résonne parfaitement bien dans ce qu'on doit faire quand on est réanimateur. Merci à tous les deux. Peut-être avant de passer, parce que moi, il me reste deux questions hein, qui ont été posées par les internautes. Cécile, peut-être tu me glissais là par message. Il y a une question sur le QR qui est tout de suite en lien avec ce que Jean-Philippe a dit à propos des animaux de compagnie, c'est ça Oui. Donc, Oui, d'accord. oui. Alors, il y a un commentaire. Bon, je vous parlais des animaux de compagnie. Je trouve ça très intéressant pour l'avoir vécu durant mon exercice infirmier. Nous avions fait venir l'animal, mais à l'extérieur pour que la personne le voie. Est-ce une politique d'établissement? Car effectivement, même si l'hygiène n'est pas prioritaire dans une fin de vie, est-ce autorisé? Doit-on en référer à quelqu'un? Cadre, chef de service? Jean-Philippe, je vous laisse répondre en direct. Oui. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, faire venir un animal à l'extérieur, je pense éventuellement un gros chien, ou ça c'est possible, mais c'est une situation qui s'adapte peu aux patients de réanimation, hein, bien entendu. Dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. L'hygiène ne passe pas forcément après dans une situation de fin de vie parce qu'il y a quand même quelques règles. Ensuite, bien sûr qu'il faut que le chef de service soit au courant, bien sûr, il faut que le cadre soit au courant. Il ne s'agit pas de faire des choses de façon occulte. C'est une politique de service plus que d'établissement, hein, je dirais, c'est que il faut être souple. Après, si vous avez un chef de service qui est totalement opposé, il ne faut pas faire rentrer l'animal en cachette, hein, bien entendu. Il faut éviter de faire ce genre. Il faut plutôt chercher à convaincre ou à essayer de faire du travail en amont pour essayer de ça ne doit pas être systématique, bien entendu. On ne va pas demander. C'est quand cette demande, hein, on peut accéder. Ce n'est pas impossible d'y accéder, ce que je veux dire par là. Il ne faut pas être dogmatique dans ce domaine. Puis il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, bien entendu. Hein, c'est clair. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas accéder. L'idée, c'est quand même au moins de se poser la question et d'essayer si c'est possible. Ce que dit Jean-Philippe, c'est nous, on a eu l'expérience à Cochin, où effectivement, une jeune femme qui voulait… des solutions. Hein.
qui adorait Mais l'équitation. il ne faut jamais rien faire en cachette. Ouais, ça coupait, Jean-Philippe. Donc, effectivement, oui, on a eu ta Cochin, c'est le professeur Jean-Paul Mira qui avait montré sur des vidéos, quelqu'un qui est hospitalisé en réanimation, il avait fait venir un cheval en dehors de la réanimation et pour faire plaisir, effectivement. L'idée, en tout cas, je pense qu'on est dans un système de normes, de contraintes, d'obligations, très moralisateur la plupart du temps. Et Jean-Philippe, ce qu'on essaye, c'est de pousser un petit peu les murs de la réflexion. Il y a des normes, des règles, des contraintes, des lois. Voilà, ça donne un cadre, en tout cas, ce qu'on doit faire ou pas faire, mais toutes les solutions, enfin toutes les questions qui se posent en dehors de ces cadres-là pour lesquels il faut s'adapter. Si on n'est pas en capacité de s'adapter dans un service de soins, dans un service de réanimation, pour offrir éventuellement un plaisir, que ce soit aux patients, patientes, aux proches, voilà, je pense qu'effectivement, on aura répondu à des contraintes qui seront peut-être, entre guillemets, légales, mais on n'aura pas fait notre métier. Donner du sens à son métier, c'est peut-être aussi aller au-delà des contraintes des normes, puis c'est à nous de trouver des solutions, des possibilités de ce qui est faisable, de ce qui est réalisable. Voilà. Avant-dernière question, en tout cas en ce qui me concerne, mais il y en a d'autres sur le QR que je voudrais vous poser qui sont intéressantes. Est-ce que l'hydratation, souvent on parle de ça, est-ce que l'hydratation est considérée comme un traitement? Alors, pour ce qui est de la loi de 2016, hein, et ça, c'était l'affaire très médiatisée concernant l'alimentation et l'hydratation, je suis une personne qui n'était pas en réanimation. Bon, nous, ce n'est pas un problème dans le service de réanimation, qu'on arrête ou qu'on n'arrête pas. On a des situations, nous, ce sont des patients qui sont maintenus en vie par des traitements de suppléance. La loi, elle a évolué puisqu'on avait une situation de patient pour lequel on le maintenait artificiellement en vie, et le côté artificiel était tout à fait là, puisque c'était de l'alimentation et de l'hydratation artificielle. Quand un patient ou une patiente est en capacité de s'alimenter, il n'y a pas de raison d'arrêter quoi que ce soit, puisque ça, c'est naturel. Donc, en réanimation, ce n'est pas un sujet ou un débat, puisque nous, on sera dans la question de la limitation de l'arrêt de traitement. Voilà, le législateur, il a fait ça pour éviter des situations qui duraient dans le temps, et c'était suite à l'affaire, je crois, de nos collègues de Nancy. Ce n'était pas un sujet en réanimation. Nous, l'alimentation, l'hydratation, à l'arrêter ou pas, bon, peu importe. Nous, ce qui est important, c'est surtout les autres traitements, notamment les traitements de suppléance. Bon, souvent, on ne dit pas forcément aux familles qu'on limite, qu'on arrête. Ce n'est même pas une question, moi, à mon sens, en réanimation. Par contre, on sait que les patients ne sont pas en souffrance quand on arrête l'hydratation ou l'alimentation. En réanimation, souvent, les malades sont très endormis ou avec une pathologie neurologique qui les rend complètement incompétents. Moi, j'allais dire, hein, pour un patient qui est en situation de fin de vie en réanimation, j'aurais tendance à lui dire, bah, si ça lui fait du bien qu'on continue l'alimentation et l'hydratation, encore une fois, ce n'est pas le problème en réanimation. On a des durées de vie en réanimation qui sont relativement courtes à partir du moment où la décision a été prise. Donc, si le patient, ça peut lui faire plaisir pour X raisons, on ne va pas s'en priver. C'est surtout les situations qui sont en réanimation, notamment pour les patients post-relationnels, où se pose la question de savoir quelle vie d'être vécue dans cette situation-là et quid de l'alimentation et de l'hydratation. Et le législateur a dit, bon, tout ce qui n'est pas naturel, et donc dans le domaine de l'artificiel avec une sonde gastrique et tout ça, on l'arrête. Mais c'était suite à la polémique qu'il y a eu à ce moment-là. Oui, c'est considéré comme un traitement et pas comme un soin. Okay. Oui, voilà. Est-ce que les arrêts de traitement en réanimation sont toujours associés à une sédation profonde et continue? Voilà, juste, Jean-Pierre va répondre, juste pour cette question-là, est-ce qu'on pourrait rajouter, il y a une question posée dans le chat sur les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Quand, comment, protocole, traçabilité. Voilà, pour être plus complet. C'est surtout Jean-Philippe, parce que je le vois figé là, alors je ne sais pas s'il a entendu, parce que c'est Jean-Philippe qui a écrit le texte, les recommandations, en tout cas le texte de référence au niveau de la société de réanimation. Voilà, un super beau texte très bien écrit sur la mise en œuvre, effectivement, cette sédation profonde et continue qui intervient dans la loi à un moment donné où on se posait la question de savoir comment allaient mourir les patients. Alors, je ne sais pas si Jean-Philippe, tu es toujours présent? Ça a dû… Oui, je suis là, vous m'entendez? Ouais, ça coupe énormément. Alors peut-être effectivement et puis Jean-Philippe, si on arrive à l'avoir à nouveau, alors d'une part, ce n'est pas obligatoire, il n'y a rien d'obligatoire. Les patients, souvent, ils sont déjà endormis, voilà, parce qu'ils sont en détresse respiratoire, désadaptés du respiratoire, soit ils sont endormis parce qu'ils ont une pathologie neurologique sévère pour lesquelles, malheureusement, on n'arrive pas à évaluer leur niveau de douleur
d'anxiété, d'angoisse, de dépression, pour lequel on va effectivement se poser la question de cette sédation profonde et continue. Et nous, on le fait de façon systématique. À partir du moment où on considère qu'à un moment donné, quand on aura enlevé le tuyau à un patient, ben, on ne veut surtout pas qu'il soit à ce qu'on appelle des gaspes, en se mettre en détresse respiratoire dans un lit. Donc, on va lui assurer un confort avec des doses qui seront utilisées, donc encore une fois, avec des protocoles de service. Souvent, c'est des hypnotiques type hypnomel, midazolam ou du diprivan et du propofol. Donc, on va utiliser les médicaments qu'on a l'habitude d'utiliser dans ces circonstances-là, avec l'idée que ça dure le moins longtemps possible, puisque quand on a la famille et les soignants qui sont à côté, si on a un malade qui est en détresse respiratoire, c'est quand même pas très agréable. Donc, on va faire la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, les doses, il n'y a pas de dose, en tout cas, qui est prodiguée ou qui est recommandée. C'est les doses suffisantes pour être sûr que le malade ne souffre pas, avec une souffrance qui peut être psychique, physique. Voilà, donc, ce n'est pas systématique, parce que si les malades sont déjà en coma, bah, ça ne sert à rien de rajouter autre chose. Si on considère qu'ils sont suffisamment endormis par ailleurs. Mais c'est vrai que nous, on le pratique très, très souvent, cette sédation profonde et continue, à des doses complètement différentes de ce qui est utilisé par les soins palliatifs, parce que les malades sont complètement différents également. Nous, on n'est pas sur la suite de pathologies chroniques pour lesquelles le patient s'éteint tout doucement. On est sur des pathologies aiguës la plupart du temps, pour lesquelles le malade, bah, il est en détresse respiratoire. Voilà. Donc, en réanimation, on l'a toujours fait. Et donc, la loi permet simplement de légitimer ce qui a été fait depuis très longtemps et pour lequel il y a eu beaucoup de polémiques sur ce sujet-là. Bon, il faut venir en réanimation, moi, à mon sens, pour voir ce qui se passe, la manière dont on le fait, dont on le réfléchit, dont on informe d'ailleurs les patients et les proches. Moi, je leur dis, voilà, il est dans le coma, mais on ne veut pas qu'il soit en détresse respiratoire. On va l'endormir, on va mettre des médicaments et puis on leur garantit en tout cas que ça ne durera pas trop dans le temps parce que ce sont des patients qui, voilà, ce n'est pas très agréable de voir son proche dans une situation de détresse respiratoire. C'est quand même très, très, très compliqué, quoi. Donc, la discussion sur ce sujet-là, c'est dire est-ce que c'est de l'euthanasie ou pas. Ben voilà, c'est toute la discussion qu'on aura dans le cadre de la loi de l'aide active à mourir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est volontaire, cette sédation profonde et continue, c'est réfléchi et ça correspond à un seul but, c'est la non-obstination déraisonnable. Dans la loi, il ne faut pas faire d'obstination déraisonnable et cette sédation profonde et continue, elle correspond totalement à ça. Je ne tue pas volontairement ou je ne provoque pas la mort délibérément. Je fais simplement en sorte qu'on ne s'obstine pas de manière déraisonnable avec les médicaments, voilà, qui sont utilisés habituellement dans le domaine dans le champ de la réanimation. Jean-Pierre, pour le coup, tu fais une excellente transition. Je vois une question sur le chat Bonjour, quelle est votre attitude face à des patients qui demandent à ce que l'on mette en place tous les moyens thérapeutiques, même si vous estimez que ceux-ci relèvent de l'obstination déraisonnable? On ne le fait pas. Ça correspond à ce que le Conseil constitutionnel a dit sur des directives anticipées. Et on ne le fera pas, on expliquera pourquoi on ne le fera pas. Et voilà, avec les contraintes juridiques et autres, hein, encore une fois, on assume bien évidemment nos décisions et ce qu'on va prendre de manière collégiale. Si on le prend de façon individuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que expliquait Jean-Philippe sur la partie organisationnelle, si vous prenez une décision d'arrêter, de ne pas faire, vous êtes tout seul, c'est la nuit, c'est le week-end, vous dites non, là on risque effectivement, il n'y aura pas eu de discussion, de collégialité, d'échange. Voilà, si le patient, on voit ça par exemple pour les patients qui ont une pathologie type respiratoire, une insuffisance respiratoire chronique, les patients qui ont des capacités pulmonaires qui sont très très faibles et pour lesquels on pense que c'est déraisonnable de mettre sous assistance parce que finalement le patient va mourir sous assistance. Dans ce cas-là, on le met sous ventilation non invasive, on dit non, on ne vous mettra pas sous assistance respiratoire parce que ce n'est pas raisonnable de le faire. Et la décision, encore une fois, elle revient au médecin. Donc, tout en expliquant aux patients, aux proches. Mais en fait, c'est très, très rare. On a souvent l'inverse. Je ne veux pas, je veux qu'on me laisse tranquille. C'est souvent des pathologies. Alors, il y a une autre pathologie, la SLA, les scléroses latérales amyotrophiques. On peut s'imaginer effectivement des patients qui ont cette pathologie depuis quelques semaines, quelques mois, où on sait que ça peut évoluer relativement rapidement dans les années à venir. Les patients disent, moi, je veux être intubé, je veux être trachéotomisé. Nous, ça ne nous paraîtrait pas raisonnable, mais on peut aussi accepter cette demande. Et nous, ils sont pris en charge dans le service de pneumologie. On leur dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Vous avez toute votre tête. Ces patients qui sont parfois jeunes.
Et on a eu l'exemple avec des patients jeunes, nous, en champ de la réanimation. Et dans ce cas-là, on dit ça paraît pas raisonnable parce qu'il y a toutes les conséquences derrière, il faut des aides à domicile. Non, 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 on peut faire, on va faire. OK. Bah, donc, on met en place. Mais ce sont des patients qui sont susceptibles d'évoluer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ben, une fois qu'ils auront l'assistance respiratoire, même si nous, on ne va pas leur donner d'emblée ça, ben, on se dit, ben voilà, vous avez l'aide, vous avez ce qu'il faut à domicile, vous êtes entouré, vous voulez voir vos proches, vos enfants pendant les mois à venir. On ne doit pas, en tout cas, s'autoriser à ne pas le faire quand, effectivement, ben, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir dans les heures qui vont venir. Les situations sont complètement différentes. Et encore une fois, c'est discuter, changer. Ben voilà, le retour à domicile, quand on a une trachéotomie sous ventilation, effectivement, ça peut être compliqué. Mais bon, on explique, et c'est ce qui est fait notamment en pneumologie, ce qui est très bien fait, nous, au CHU, dans le service. Nouvelle question. Alors, je ne sais pas, là, pour le coup, ça concerne les mineurs, mais dans la situation où le patient serait un mineur, capable de comprendre sa situation, qui ne souhaiterait pas de réanimation, alors que ses parents sont de l'avis contraire, comment faire dans cette situation? Suivre la volonté de l'enfant ou des parents? Je ne sais pas si tu as l'expérience, toi, Jean-Philippe, la volonté, c'est celui qui l'exprime, qu'il soit mineur ou pas mineur. D'ailleurs, à partir du moment où il est en capacité de comprendre, nous, on voit ça, on a déjà discuté avec les pédiatres pour les patients qui ont une leucémie aiguë, notamment des jeunes enfants qui ont ras-le-bol d'avoir des chimiothérapies. Bah, c'est l'expression de l'individu qui est impacté par cette situation-là. On ne peut pas, par délégation, se dire on va demander aux parents, voilà, même si effectivement ils sont sous la tutelle des parents. Voilà. Après, il peut y avoir l'expression effectivement d'un ras-le-bol qui peut exprimer une dépression et pour lequel il faudra tenir compte. Après, si on pense qu'effectivement la maladie évolue puis qu'on n'a malheureusement rien à proposer, c'est souvent ça. Si on est convaincu sur le plan médical qu'il y a des choses à proposer, que ça peut durer dans le temps, là, on peut essayer de convaincre, mais qu'il soit enfant ou pas enfant, de se dire non, vous pensez que c'est déraisonnable, mais vous savez, on a des choses à vous proposer, on a un traitement, ça ira mieux, on va vous obtenir. C'est toute la discussion et des échanges. La valeur première de l'individu, c'est comme très, très important. Alors, on peut être en situation de vulnérabilité sur le plan psychique, de dire on n'est pas bien, on a envie de mourir parce qu'on est déprimé, on a une maladie qui nous tombe dessus, on veut mourir. Et puis, quand on est pris en soin, quand on en prend en charge correctement, quand on est accompagné, quand on a un psychologue, quand on a… Eh ben, on se dit, ah ben non, finalement, la vie est intéressante d'être vécue. On voit ça notamment chez les patients tétraplégiques, c'est catastrophique. Mais des gens qui, quand ils sont bien aidés, accompagnés, ben, peuvent avoir une qualité de vie qui est leur qualité de vie, qui n'est pas celle du médecin ou la vision du médecin ou des proches, mais qui est leur qualité de vie propre. On a perdu notre ami Jean-Philippe. On a perdu effectivement Jean-Philippe, mais je crois, est-ce que Cécile, est-ce qu'il y avait une dernière question? Je ne crois pas, qu'on a répondu à tout. Une dernière question où des étudiantes demandent que pensez-vous de l'euthanasie? Alors, on ne va pas répondre à cette question dans ces termes, mais peut-être juste expliciter en quoi finalement ces décisions de limitation et d'arrêt de traitement sont différentes de l'euthanasie. Alors, l'euthanasie, vous savez, il y a le texte du CCNE, ces discussions qu'on a au sein de l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, pour lequel c'est l'aide active à mourir. Est-ce qu'effectivement, on peut injecter un médicament au malade qui va entraîner le décès ou est-ce que c'est le malade qui va prendre? C'est un suicide assisté. Donc ça, c'est les deux références qui sont données pour ce qu'on appelle l'euthanasie. Euthanasie, ça veut dire bonne mort. Donc nous, quand on prodigue, en tout cas quand on arrête la réanimation à un patient, on le fait de façon volontaire et on sait pourquoi on le fait parce qu'on ne veut pas d'obstination déraisonnable. Donc, ce sont des pratiques que nous, on fait en réanimation depuis très longtemps. L'euthanasie, au vu de ce qui est dit probablement dans le chat et les citoyens, c'est de se dire, voilà, je suis hors contexte d'urgence, je ne suis pas avec des tuyaux et assistés. Par contre, j'ai une maladie grave, chronique. Est-ce qu'effectivement, je peux être aidé pour abréger mes souffrances? Donc ça, c'est une discussion. Pour l'instant, on ne peut pas le faire au niveau national. Alors, ça sera peut-être fait. Ça, c'est des discussions qu'il faudra avoir avec les citoyens, puis bien évidemment avec les décideurs. Voilà. Mais nous, entre guillemets, ce que nous, on veut, c'est qu'effectivement, les patients, ils aient une bonne mort en réanimation. Donc, on peut appeler ça euthanasie, effectivement. On sait pourquoi on le fait, dans les conditions dans lesquelles on le fait. Euthanasie, comme c'est entendu par les citoyens, c'est surtout effectivement les patients qui sont hors traitement de suppléance et pour lesquels ils sont en souffrance parce qu'ils ont une pathologie chronique et on ne s'en sort pas. Et dans ce cas-là, la loi n'a pas encore été votée. D'ailleurs, elle n'a pas été rédigée
en ce sens et ce sont les discussions qu'on a au niveau national. Donc peut-être une évolution de la loi Claes-Leonetti, comme c'est le cas d'ailleurs récemment en Espagne ou d'autres pays européens. Voilà. Mais ce qu'on fait en réanimation, on le fait voilà, pour le bien, entre guillemets, à la fois du malade, des proches, et puis donner un petit peu un sens à notre travail. Merci encore Jean-Pierre et Jean-Philippe, et puis bon après-midi à toutes et à tous, et à bientôt.